Et on va lancer sans plus attendre la cinquième session, je crois, sur le point de vue des assureurs. Et donc Antoine Kahn de Liberty Mutual Group va nous présenter un petit peu ce qui se passe en termes d'assurance aux États-Unis et nous dire dans quelle mesure c'est transposable ou pas vers nos cultures européennes. Chef. Okay, is it working? So I've been hesitating in doing it in English or in French, and I've seen so many persons doing it in French, so I feel a bit lazy. So if everybody is comfortable with it, I vais sûrement parler français. Non, en français, on a dit. Donc, merci. Merci à Marc pour l'invitation. On m'a demandé de présenter le schéma d'assurance agricole américain, supporté par l'agence américaine USDA, qui est sur le marché de l'assurance agricole mondiale de très très loin le premier schéma d'assurance agricole au monde. C'est un schéma qui est né dans les années 40, en 1938 pour être exact, qui a été mis en place par le gouvernement américain suite aux impacts de la période qu'on appelle la Grande Dépression aux États-Unis, de la crise économique qui l'a précédée. C'était une période de morosité assez généralisée, et s'il y a bien une chose que les gouvernements, que ce soit les gouvernements américains, européens, asiatiques, sud-américains ou africains n'aiment pas, c'est l'exposition au risque de carences agricoles, au risque de famine. Rien qu'en France, on va peut-être oublier, mais parmi les facteurs qui ont induit la Révolution française, c'était une famine, du prix du blé qui avait explosé et le prix du pain qui était devenu inaccessible pour la plupart des habitants. Donc pour prévenir les famines, les gouvernements mettent en place depuis une centaine d'années des schémas d'assurance agricole, et ça a commencé en 1938 avec les États-Unis. Pendant très longtemps, ça n'a pas fonctionné du tout. Personne ne s'assurait aux États-Unis jusqu'aux années 80, où les gouvernements américains a compris que pour rendre attractif un produit d'assurance agricole, il fallait nécessairement le subventionner. Et des subventions ont été introduites. C'est devenu beaucoup plus abordable pour les fermiers. C'est une constatation dont on n'a pas beaucoup discuté ces derniers jours, mais qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Un schéma d'assurance agricole, qui soit privé ou public, s'il n'est pas subventionné, si on fait payer à l'agriculteur le coût réel, le coût mathématique du risque, ça ne fonctionne pas. Commercialement, c'est un échec. Que ce soit pour des cultures vivrières en Asie, en Afrique, que ce soit pour des cultures à destination du marché en Europe ou aux États-Unis, le coût réel du risque n'est pas un coût qui est prêt, dans lequel le fermier est intéressé d'investir. Ce qui a un sens culturel déjà. Le fermier gère le risque climatique, le risque agricole depuis la création d'agriculture. Et c'est un risque qu'il maîtrise. Il va sous-valoriser les événements naturels vraiment extrêmes, c'est du biais cognitif, mais la partie attritionnelle du risque, il pourra la gérer. Ceux qui ne sont pas prêts à gérer ce risque, ce sont les États, ce sont les institutions financières, et c'est toute la société qui dépend d'un rendement agricole stable. Donc en 1980, le gouvernement américain introduit le subventionnement des primes d'assurance, et le schéma d'assurance commence à décoller. Ce schéma d'assurance, c'est un schéma dit PPP, donc pour Public Private Partnership. Dans le concret, pour les États-Unis, ça veut dire que le cadre est défini par l'État américain et les produits sont distribués par des sociétés d'assurance privées. Ça peut pouvoir prendre d'autres formes dans d'autres régions du monde, en France, en Espagne,
En Chine ou en Inde, le schéma est différent. La définition de public-private partnership est assez large en réalité. Mais aux États-Unis, c'est assez strict. Tout est défini par l'USDA, par le gouvernement américain, et les assureurs distribuent. Les règles de distribution et le budget alloué au schéma d'assurance agricole sont redéfinis tous les 5 ans dans le Farm Bill, qui est une forme de projet quinquennal renouvelé par l'administration américaine. Le dernier Farm Bill date de 2018. Il aurait dû être renouvelé l'an dernier par l'administration Biden, qui a repoussé son renouvellement en 2025. Et donc, on attend tous de voir les conclusions du renouvellement 2025 par la nouvelle administration américaine. On ne sait pas vraiment où ça va nous mener, d'ailleurs. En termes de fonctionnement, l'organisation fédérale qui chapeaute le schéma d'assurance agricole, le FCIP, c'est l'USDA. L'USDA, c'est le département américain de l'agriculture. C'est un département financé par le gouvernement fédéral à hauteur de 500 milliards de dollars. Ça correspond à peu près à 4 ou 5% du PIB, du coût de fonctionnement du gouvernement fédéral. C'est énorme. Ça fait partie des institutions les plus subventionnées par les impôts fédéraux. Raison de plus pour se questionner sur le renouvellement du Farm Bill cette année. Au sein de l'USDA, on va retrouver 2 agences, le Risk Management Agency et le Federal Crop Insurance Corporation. Le Risk Management Agency va correspondre à l'agence de modélisation, d'études et de tarification du schéma d'assurance américain. Et le FCIC va correspondre à la structure de réassurance sur laquelle vont s'appuyer les assureurs américains autorisés à distribuer les produits d'assurance agricole. L'avantage de ce fonctionnement fédéral fort, c'est la transparence. Ça a été discuté en partie hier. Le schéma américain étant âgé, il a induit une collecte de données et d'informations qui en font désormais un paradis de la donnée pour le data scientist agricole, pour l'actuaire d'assurance agricole. On trouve de tout sur différentes périodes, pour différentes cultures. Le RMA, qui a pour rôle aussi de tarifer les produits d'assurance agricole, publie des méthodes, des fiches méthodologiques de tarification de chacun des produits, que ce soit des produits coûts, des produits rendement, des produits paramétriques. C'est vraiment une ressource propre à l'administration américaine et qui a jusqu'à présent été rendu public et dont nous autres assureurs et réassureurs agricoles paramétriques usons et abusons de manière hebdomadaire. Comment fonctionne le schéma d'assurance américain ? Comme je l'ai dit, tous les produits distribués par les assureurs agricoles américains sont définis en amont par l'USDA, le RMA et le FCIC pour qu'ils puissent bénéficier de la subvention. Les prix sont prédéfinis, les cultures sont prédéfinies. La marge de manœuvre des assureurs américains est en réalité extrêmement faible. C'est un produit d'appel pour qu'ils puissent vendre des assurances non subventionnées ou des assurances complémentaires à l'activité du fermier, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance machinerie agricole. Mais tout le reste est défini en amont. Donc la question pourrait se poser de comment les assureurs américains dégagent du bénéfice. Alors c'est pas par la loi du prix. En réalité, le schéma, les assureurs ont la liberté de choisir différentes formules de réassurance publique. En France, c'est assez simple. Il y a
structure de réassurance qui fait intervenir l'État, le Fonds de solidarité nationale, à partir de 50% de perte de rendement. Tout ce qui dépasse, enfin, tout ce qui est plus grave que 50% de perte de rendement est pris en charge par l'État. Le gouvernement américain, à travers le FCIC, met à disposition plusieurs formules de réassurance. Des formules qui vont être très couvrantes ou des formules qui vont être moins couvrantes. Et il va laisser aux assureurs la possibilité d'anti-sélectionner le gouvernement américain, la réassurance d'État américaine, pour permettre, en fonction de leur appréciation des risques et de leur estimation de leur portefeuille, pour permettre le dégagement de bénéfices. Il y a deux structures principales de réassurance, le SRA pour tout ce qui va être culture céréalière et le LPRA pour tout ce qui va être livestocks. Actuellement, il y a 12 assureurs qui ont l'agrément pour pouvoir distribuer des couvertures d'assurance récolte. On les appelle les AIP, et 11 pour le livestocks. Donc, alors je ne rentrerai pas dans tous les détails des potentielles structures de réassurance disponibles pour les AIP, mais voilà, la vraie marge de manœuvre pour les AIP est dans l'appréciation interne qu'ils auront des risques sur une année N, et les formules de réassurance qui seront proposées par les réassureurs d'État, que ce soit une réassurance très couvrante, que ce soit une réassurance moins couvrante, en fonction de leur appétit propre au risque. Ils auront le choix, ils auront des hypothèses et des stratégies actuarielles à mettre en place pour retenir le maximum de bénéfices. La réassurance n'est pas intégrale, comme c'est le cas en France, à partir de 50% de pertes. Une part de la cession est laissée aux réassureurs internationaux, privés, qui interviennent également dans le schéma. Mais à titre de comparaison, le marché d'assurance agricole américain a beau être de très très loin le premier marché d'assurance agricole au monde, il n'est que quatrième ou troisième marché de réassurance agricole au niveau international. Il est très loin derrière l'Inde, qui est le premier, et la Chine, qui est le second. Au niveau des produits, et je pense que c'est un point qui a été réabordé quand on parlait de la composante prix et qui a été présenté hier pour la betterave également. La particularité de l'offre d'assurance agricole aux États-Unis est, premièrement, qu'elle est extrêmement variée. Il y a plus d'une centaine de formules qui sont disponibles. Ça peut être des formules par culture, des taux de franchise différenciés, des combinaisons indicielles, revenus, rendement. Voilà, il y a une offre qui est vraiment très très riche, et c'est le fruit de décennies de travaux de la RMA, qui pourrait faire passer le schéma, l'offre comme étouffante, mais en réalité ça fonctionne assez bien. Je vous montrerai après, le taux de pénétration est excellent. Il offre une flexibilité aux fermiers qui ont une typologie un peu différente des fermiers français. Donc si on est les fermiers plus orientés marché pourront privilégier des produits avec des composantes revenus. Les fermiers plus organiques, bio, pourront s'intéresser plus facilement à des assurances prenant en compte les maladies. D'autres, le pâturage, évidemment. Pour le pâturage, on sait que les produits NDVI, les produits paramétriques fonctionnent assez bien. Donc il y a toute une offre subventionnée qui nécessite un budget d'éducation des fermiers, mais voilà, ça fonctionne assez bien. La composante prix est le produit, les
couverture avec une composante de prix sont les produits les plus plébiscités. Ils représentent plus de 60% des couvertures vendues aux États-Unis. La raison principale étant que l'économie américaine, que ce soit le banquier ou fermier, est quand même très orienté marché et assez averti de cette composante. Les États-Unis sont aussi ce qu'on appelle des market makers en agriculture. Et l'appréciation du risque de marché est beaucoup plus facile pour les assureurs américains, pour les réassureurs américains, que pour les assureurs européens, ou comme ça a été rappelé hier pour la betterave, le risque marché récemment constaté pour la betterave était les conséquences de la guerre en Ukraine, une augmentation des prix des intrants. Et c'est typiquement le genre de phénomène que les assureurs et réassureurs n'arrivent pas à apprécier et sont frileux dans la protection. Concernant les assurés, alors le premier point dont il faut parler, c'est la caractéristique du fermier américain. Et j'ai regardé un petit peu ce matin sur Internet, posé quelques questions à ChatGPT, et il y a des écarts qui sont faramineux. Quand on regarde les statistiques de l'USDA, on constate qu'environ 60% des fermes américaines sont détenues par des small family farms. J'ai regardé la définition d'une small family farm. Une small family farm, c'est 100 hectares. Une ferme familiale, en France, c'est 30 hectares. Une ferme pas familiale, en Inde, c'est 1 hectare. Donc, en fait, on peut continuer longtemps dans les statistiques, mais si on regarde la démographie fermière américaine, ou même mondiale, c'est illusoire de penser que les produits de couverture ou même les pratiques agricoles brésiliennes seront les mêmes que les américaines, qui seront les mêmes que les françaises, qui seront les mêmes que les Philippines. Dans une ferme brésilienne moyenne, on peut mettre 2 fermes moyennes américaines. Dans une ferme moyenne américaine, on peut mettre 5 fermes françaises. Et dans une ferme moyenne française, on peut mettre 80 fermes indiennes. Donc, voilà, on n'est pas exactement sur le même type de profil, sur le même type de pratique et sur la même gestion économique des risques. Sur certains aspects, un fermier ou un gros possédant agricole américain, un céréalier, a plus en commun avec un trader qu'avec un viticulteur français. Ce qui, d'un point de vue assurantiel, facilite aussi la promotion de produits peut-être un peu plus raffinés dans leur conception et plus axés sur les risques marchés que sur les risques phyto ou les risques rendement. Bon, autre point qui favorise les distributions de l'assurance agricole aux États-Unis, c'est son niveau de subvention. Alors, je discutais hier du niveau de subvention qui avait été déjà introduit par Julian. C'est un niveau de subvention qui est élevé, entre 50 et 85% en fonction des produits, qui est bien entendu ajusté en fonction de paramètres comme le type de couverture, la région, le niveau de franchise, mais ça reste élevé. Et c'est pas beaucoup plus élevé, en réalité, que la plupart des pays qui ont des schémas d'assurance subventionnés. En France, en moyenne, on doit être à 60%, 65%, si je ne me trompe pas. En Chine, on est autour de 70%. Aux Philippines, on est à 95%. Bon, ils vendent aucune assurance, mais ils subventionnent quand même à 95%. Donc, le niveau de subvention est élevé et ça plaît à des fermiers qui sont avertis de leurs expositions, comme je le rappelais juste avant. Parce qu'en réalité, tout le monde peut s'assurer contre du prix. Vous comme moi, on peut créer un compte sur la bourse de Chicago ou sur la bourse de Londres et aller acheter des futurs
à la hausse ou à la baisse de prix de blé ou de prix de betterave. C'est une forme d'assurance. Sauf que pour eux, ça coûte 50 fois moins cher, enfin 50% moins cher que le prix réel. Bon, les catastrophes naturelles sont bien entendu couvertes, mais ça c'est le propre de tout programme d'assurance agricole. Beaucoup d'options et beaucoup de polices en fonction des États et des particularités agricoles des différents États. Bon, le niveau de subvention, on en a déjà parlé. Quelques inquiétudes que je n'aurais pas pris la peine d'écrire sur la slide concernant le niveau de subvention suite au renouvellement du Farm Bill. C'est un énorme coût de dépense de l'administration américaine qui cherche à faire des économies dans ses dépenses internes. Mais bon, en même temps, les fermiers américains sont plutôt des électeurs républicains, donc il y a une petite incertitude sur la pérennité du niveau de subvention. Au niveau du claims management, c'est assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans d'autres marchés matures de l'assurance agricole, comme en France. Lorsque un sinistre est constaté, on fait appel à des loss adjusters et l'indemnité est versée par les assureurs qui sont eux-mêmes réassurés par les fonds publics et les réassureurs privés. Par contre, c'est intéressant de constater que les assureurs sont assez proactifs dans l'utilisation de nouvelles technologies pour identifier les zones endommagées, essayer de quantifier les dommages constatés. Chose que font aussi beaucoup d'autres pays. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, je pense même au Pakistan, mais qui, pour le moment, ne sont pas encore très constatés dans le cadre des assurances subventionnées en France ou en Europe. Un point qui rend le schéma d'assurance américain assez pérenne, actuellement parlant, c'est l'étendue du pays et le fait qu'en fait c'est très bien diversifié. Moi, assureur, quand on me soumet un portefeuille de risque à étudier, à tarifer, parmi les métriques qui vont m'intéresser, ça va être la diversification. Comment définir une année terrible? Une année terrible aux États-Unis, c'est un scénario qui est très très rare parce qu'une année terrible, ça va être une catastrophe côte est, une catastrophe côte ouest, une énorme sécheresse au milieu. On arrive sur des probabilités d'occurrence qui sont très très faibles. C'est pas forcément le cas de tous les pays. En Pologne, on sait qu'une année catastrophique, c'est une sécheresse, et une sécheresse en Pologne, c'est une sécheresse sur toute la surface agricole polonaise. Et pareil pour du winter kill. Ce qui rend actuariellement parlant le portefeuille de risque américain, le portefeuille de risque agricole américain assez attractif. Et ça fonctionne. En 2024, plus de 2 millions d'assurés, 80% en moyenne des surfaces agricoles assurées par le programme. Voilà, 200 milliards de sommes assurées sous-jacentes, 20 milliards de primes, et des loss ratios qui sont globalement à l'équilibre, beaucoup moins volatiles que dans d'autres régions du monde. Ça en fait un schéma qui est, du point de vue du marché, assez attractif. Bon, il fallait parler des phytos, donc j'ai rajouté quelques éléments. Ce qu'on peut voir dans les statistiques affichées sur cette slide, c'est qu'en fait, les risques phytosanitaires ne sont, en termes d'analyse des charges sinistres, que très peu représentés. C'est même au risque. C'est une part marginale des phénomènes qui peuvent impacter la production agricole américaine. Alors, cela fait que depuis 20 ans, le risque phyto est couvert dans certaines polices d'assurance américaines.
mais justement parce que en réalité le risque sous-jacent est très faible. Alors ça s'explique notamment par une exploitation généralisée des intrants et des produits phytosanitaires aux États-Unis, et vraiment généralisée. Je pense que les DSS des fermiers américains ne sont pas forcément les mêmes que ceux des fermiers français, au point qu'on a en fait 25% des produits déversés sur les cultures aux États-Unis qui sont interdits dans l'Union européenne. Et en termes de perspective, l'agence américaine qui régule l'utilisation des produits phytosanitaires sur le marché agricole américain est l'EPA, l'Environmental Protection Agency. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi les news des derniers mois, mais ce n'est pas exactement l'agence américaine qui est plus en forme. Le principal différenciant du marché américain et ce qui donne beaucoup d'attractivité ou qui attire beaucoup ou qui fait beaucoup de questions de la part d'autres acteurs ou d'autres régions, d'autres États, c'est sa composante revenu qui fonctionne bien. Elle ne génère pas autant de craintes qu'elle pourrait en générer en Europe ou même en Asie. Sur un des marchés sur lesquels je travaille, à Taïwan, ils avaient introduit il y a quelques années une composante prix. Ils ont arrêté au bout de 2 ans parce que c'est parti, le portefeuille était en train de dériver. Aux États-Unis, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le profil de l'acheteur est très différent. Je parlais d'ailleurs des petites, des profils de fermes. Je disais qu'il y avait entre 60 et 70% des fermiers américains qui sont qualifiés de petites exploitations, petites étant tout à fait relatif. Mais en réalité, la plupart des acheteurs sont des gros fermiers, et très gros, pas moyen gros. Donc en fait, eux sont très avertis, c'est des fermiers de marché qui vendent directement leur production aussi au Chicago Mercantile Exchange, qui les vendent directement à des traders de commodités, et ils comprennent bien l'intérêt de ce type de produit. Il reste des produits qui ne sont pas subventionnés, comme la grêle, c'est souvent le cas, mais le taux de pénétration est quand même assez impressionnant quand on compare au reste du monde. Ça s'explique aussi parce que le profil, comme je le disais, est assez attrayant, et les cultures américaines se portent globalement bien. Maintenant se pose la question, comme lors des précédentes présentations de la prise en compte de transition agricole, et il faut intégrer dans cette composante les différents. Moi, je pense qu'il faut intégrer dans cette discussion aussi les acteurs du métier, les scientifiques, les assureurs, mais ceux qui feront sur le terrain, notamment, alors ce seront les fermiers, donc il faudra qu'ils soient en phase avec ces nouvelles pratiques. Et dans le cadre de schémas public-privé, il faut un fort soutien politique à la transition. Il faut adapter les produits et adapter les subventions à des assurances encourageant les pratiques engagées. Je pense que ce n'est pas exactement l'état d'esprit actuel du gouvernement américain, malheureusement. Et le produit, on s'attend à ce que le produit d'assurance agricole américain reste comme tel dans les prochaines années, avec une composante